Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose dont on a été pas mal abreuvé ces derniers temps, surtout cette année, à savoir les suites au cinéma. Parce que on en a eu beaucoup, il y a des gens que ça énerve, il y a des gens qui apprécient ça. Ce sont très souvent des succès au cinéma, mais il y en a aussi qui ont complètement bidé, d'autres qui ne font pas leur temps, malgré leur bonne sortie au cinéma. Et bref, j'aimerais démêler un petit peu tout ça et remettre les choses dans l'ordre en fait, concernant les différentes manières de faire une suite, en tout cas en 2024, et de comment ces suites sont conçues et pourquoi telle ou telle suite peut s'avérer être une prise de risque qui est plus ou moins fructueuse. Alors, premièrement, je vais peut-être faire une liste de toutes les suites que j'ai vues cette année. Et il y en a un petit paquet. Donc, nous avons Dune partie 2, qui est donc la suite de Dune partie 1, sortie il y a 3-4 ans. Rebel Moon partie 2, suite du premier Rebel Moon sorti l'année dernière. La planète des singes 4, suite de Planète des singes Suprématie, sortie il y a pas mal de temps, maintenant je crois il y a 6 ans. On a Furiosa, qui est la suite de Mad Max Fury Road, sortie il y a 8 ans. Sans un bruit, jour 1, préquel de Sans un bruit, et donc faisant suite à Sans un bruit 2, qui est sorti il y a 2-3 ans aussi, il me semble. Deadpool et Wolverine, qui est la suite de Deadpool 2, qui était sorti il y a 6-7 ans, je crois. Nous avons Beetlejuice 2, qui est la suite du premier Beetlejuice, sorti 38 ans, 36 ans si je ne me trompe pas. Joker Folia 2 qui est la suite de Joker sorti en 2019. Nous avons la plateforme 2 qui est la suite de la plateforme sortie la même année. Et il y a Terrifier 3, suite de Terrifier 2 sorti il y a 2 ans si je ne m'abuse. Et que je n'ai pas encore vu. Donc voilà. J'en ai vu rapidement des critiques, je sais que je le verrai avant la fin de l'année, mais je ne l'ai pas encore vu. Et dans toutes ces suites, déjà, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de choses. Déjà, dans ces suites, on peut voir qu'il y a différentes catégories. Il y a celles qui ont été orchestrées, on va dire, dès le départ. Donc, Dune, partie 2, Rebel Moon 2, qui seraient les principaux exemples, je dirais, la plateforme 2 et Terrifier 3. On a aussi des suites qui ont été programmées suite au succès des précédents films. Donc, La planète des singes, Le nouveau royaume, Vice Versa 2, Sans un bruit jour 1, Deadpool et Wolverine, Joker Folia 2, et éventuellement Furiosa, mais c'est pas clair. Et enfin, on a des suites de très très long terme, qui pour le coup, on sait pas trop ce qui a amené à les faire. Là, j'aurais qu'un seul exemple à donner, qui serait Beetlejuice 2, qui, ça a été en discussion, on sait pas trop, enfin c'est pas dû au succès du film précédent, parce que il a bientôt 40 ans, le film précédent. Donc on a que faire un peu du succès qu'il a eu il y a 40 ans. Mais c'est pas un cas isolé ces dernières années, puisqu'on a eu Blade Runner 2049, qui était la suite du premier Blade Runner sorti dans les années 80, 82, 80, je ne sais plus. On a eu aussi Alien Romulus, que je n'ai pas mentionné, qui est une suite, mais c'est encore compliqué pour Alien Romulus, parce que il est sorti suite au rachat de la Fox par Disney. C'est presque un reboot, parce que ça a enterré le de Ridley Scott. Donc là-dedans, on a quand même 3 grosses familles, je dirais, de suites, qui capitalisent sur des trucs différents, soit sur un succès immédiat, donc pour le cas de Joker Folia 2, pour le cas de Terrifier 3, etc., soit des choses qui étaient complètement prévues dès le départ, comme Rebel Moon 2 ou Dune partie 2, on savait très bien qu'il y aurait la partie 2. C'était quand même très probable. Les suites qui, dans un premier temps, ne sont pas sûres de se faire et capitalisent sur un succès, ça a toujours existé. En tout cas depuis les années 80, puisque les slashers, on le sait, ils ont eu énormément de suites qui n'étaient pas toujours prévues, et capitalisaient sur le fait que le film précédent avait été un succès, etc., et qu'on pouvait continuer à faire un peu d'argent avec ces suites. Que ces suites soient bonnes ou non d'ailleurs. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui, puisqu'on a encore une fois cette année des suites qui étaient prévues, et qui ont soit effectivement très très bien marché, comme Dune partie 2, ou qui ont continué de flopper comme Rebel Moon partie 2, ou qui se sont complètement effondrés comme Joker Folia 2. On a d'autres cas où c'est un peu plus médium, on dirait, comme la plateforme 2 ou Terrifier 3. La plateforme 2 qui au final a énervé les gens qui de toute façon avaient déjà été énervés pour le premier, et Terrifier 3 qui est dans la même veine que Terrifier 2, de ce que j'ai compris.
donc qui énervera ceux qui n'avaient pas aimé Terrifier 2. On est quand même sur des schémas qui sont assez différents d'une suite à l'autre. Du coup, je vais proposer une espèce d'autres critères pour différencier un peu ces suites, qui pourra expliquer le pourquoi il y en a qui réussissent et qui savent qu'elles vont réussir, et d'autres où c'est beaucoup plus incertain, et elles ont tendance à un peu à prendre un gros risque, voire à se planter carrément quand le risque était prêt à mauvais escient, quoi. Pour ça, j'aimerais davantage séparer ces suites, et on va voir que ça a fonctionné avec des suites de plus long terme, et même des choses qui ne datent pas de cette année. C'est que j'ai remarqué qu'il y a deux manières de créer une suite. Une que j'appellerais la suite prise de risque, et l'autre que j'appellerais la suite redite. C'est assez clair en soi, mais c'est un peu plus complexe que ça, forcément. Il y a forcément des films qui vont être à mi-chemin entre les deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va faire une suite, soit on décide de faire la même chose que le premier film, pour pas choquer les gens, et donc capitaliser sur le fait que la formule du premier film, elle a marché, pourquoi est-ce qu'elle marcherait pas pour le second, si on refait la même chose? Et dans ce cas-là, on va avoir quand même pas mal de films qui sont sortis de cette manière-là cette année, que ce soit Rebel Moon partie 2 ou d'une partie 2, mais dans ces cas-là, vu que c'est des suites pratiquement directes et qui sont des parties plus que des suites, c'est normal au final de faire la même chose. D'ailleurs, on peut remarquer que dans le cas Rebel Moon, ça a continué à faire un truc qui n'avait pas plu au final. Même si pour le coup, ça a essayé de changer un peu de manière de faire, mais on se doutait que ça allait changer de cette manière-là sur Rebel Moon partie 2. Et d'une partie 2, on savait exactement vers quoi on se dirigeait. On a eu aussi Vice Versa 2, qui au final fait plus ou moins la même chose que le premier. Découverte d'émotions, mise en place d'une intrigue, résolution à partir de ces émotions, c'est au final la même chose que dans le premier film. On a eu Beetlejuice 2, qui est pratiquement un copier-coller de Beetlejuice 1. Personnage rencontre une difficulté, filet Beetlejuice fout le bordel, on enferme Beetlejuice. Voilà, c'est la même chose que dans le premier film. Il n'y a pratiquement rien à en dire d'autre que sur le premier film. On a, de ce que j'ai compris, Terrifier 3 qui, même s'il déplace son curseur sur la fête de Noël, ça reste Terrifier, quoi. Clown tueur arrive, tue plein de gens, il finit par se faire tuer, mais en fait il est pas mort. Voilà. On sait à quoi s'en tenir. Alien Romulus a fait un petit peu ça, mais pour le coup c'est un peu plus nuancé, puisque Alien Romulus c'est quoi? C'est personnes qui vont dans une station spatiale, il y a des aliens qui débarquent, ça tue tout le monde, on se débarrasse de l'alien, on est sauvé. Mais ça a toujours été le cas dans la saga Alien. Ce qui est le plus important dans la saga Alien, c'est donc de développer l'univers au final autour de cette histoire d'alien. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi certaines personnes essaient de les récupérer, etc. Ça a toujours été ça, au final, le cœur de la saga Alien. C'était plutôt la métaphore qu'il y avait derrière, celle de l'exploitation humaine, etc. Qui est pour le coup très bien mise en valeur dans Alien Romulus. Et donc, dans les suites prises de risque, qu'est-ce qu'on pourrait donc mettre en exergue? Je dirais déjà La planète des singes, le nouveau royaume, qui prend le risque de mettre des humains dans cette histoire, alors que ça se passe bien après le troisième film. On prend le risque de mettre des humains qui sont encore en train de parler, donc un peu de changer un peu ce qu'on attendait en fait de la suite de La planète des singes, c'est-à-dire d'arriver à la situation du premier film avec des êtres humains qui sont 100% muets et les singes qui ont pris le contrôle. Et on attendait un peu une suite de la nouvelle trilogie avec une société de singes qui soit un peu moins pourrie que la nôtre. Or, on se rend vite compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour le coup, il y a une espèce de prise de risque à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai lu des critiques comme quoi c'était pas normal d'avoir mis autant les êtres humains en avant, etc. Ça n'a pas plu à tout le monde, même si le film a effectivement fait un carton et qu'il a quand même réussi son pari. Un autre qui a beaucoup moins réussi son pari, par contre, c'est Furiosa, qui apparemment a pas si bien marché que ça. Tout simplement parce que George Miller a fait le choix avec Furiosa de faire du world building. Chose qu'il avait pratiquement pas fait avec Fury Road, ce que j'avais d'ailleurs reproché à Fury Road à l'époque. Là, il a clairement exploré justement le monde et il nous a montré clairement quelles étaient les racines de ce monde, comment il fonctionnait, etc. Je pense que ce film aurait dû être fait avant Fury Road d'ailleurs. Et qu'il a été d'ailleurs tourné dans cette optique-là, puisqu'à la fin on nous tease plus ou moins ce qui se passe dans Fury Road. C'est comme si le film avait été créé avant Fury Road au final. Dans cette prise de risque aussi, on peut retrouver Sans un bruit jour 1, qui décide au lieu de faire un espèce de survival, etc., de faire au final un film relativement touchant sur la fin de vie. C'est quand même assez surprenant de la part des créateurs d'avoir pensé à un truc pareil. D'ailleurs, Sans un bruit jour 1, que j'ai pas eu le temps de chroniquer,
mais que je voulais énormément faire et j'en reparlerai parce que je l'ai trouvé dingue. Je trouvais ce film vraiment sublime en fait. On peut retrouver en termes de prise de risque Joker Folia 2, qui pour le coup lui s'est planté dans sa prise de risque puisqu'il a décidé d'une part d'avoir un discours extrêmement méta vis-à-vis du premier film et d'autre part de changer complètement son registre pour passer sur de la semi-comédie musicale, semi-film de procès avec un propos extrêmement critique sur les fanatiques du premier film, enfin sur un certain type de fanatiques du premier film, un discours qui peut complètement s'entendre mais qui n'a rien à voir avec ce que pouvait raconter le premier film. Et enfin, dans cette catégorie, j'ai presque envie de remettre Alien Romulus parce qu'il décide de réinventer plein de choses au niveau de la mythologie alien au final. Donc, il y a un peu de faire du neuf avec du vieux dans Alien Romulus. C'est une manière un peu à mi-chemin de faire pour ne pas trop brusquer le fan hardcore de la première heure, tout en essayant de proposer quelque chose de nouveau. Donc pour le coup, Alien Romulus est un peu à mi-chemin dans cette optique, tout comme d'ailleurs Deadpool et Wolverine, qui fait du Deadpool, parce que c'est un peu ce qu'on attend du film, et en même temps propose autre chose, plus en lien avec la saga du multivers, de Marvel, etc. Donc on a une évolution aussi au niveau de Deadpool et Wolverine. Le film n'était pas qu'une ressucée de ce qui a été fait avant. Ça réutilise des choses, mais ça se permet de développer d'autres choses. Mais alors, à partir de là, on peut se dire, pourquoi faire une suite prise de risque ou une suite redite? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'une suite redite fonctionne ou qu'une suite prise de risque fonctionne? Et fonctionne plus que bien ou moins bien. Déjà, pour ce qui est de la suite redite, puisque j'ai commencé par celle-là, le premier argument pour en faire une, c'est que ça marche. Comme on l'a vu avec tous les films, toutes les suites de slashers des années 80, les Hellraiser, les Freddy, etc. C'était des suites qui refaisaient plus ou moins toujours la même chose. Et ça marchait parce qu'au final, les gens, ils avaient envie de voir ça. Et si c'est bien fait, ça fonctionne. Donc c'est un pari à faible risque, étant donné qu'on refait la même chose. Et si ça marchait la première fois, pourquoi ça ne remarcherait pas ici? Au pire, c'est le deuxième argument, c'est bof. C'est rare d'avoir une suite qui fait la même chose et qui soit vraiment mauvaise. On pourrait citer Alien Covenant, mais personnellement, je trouve pas le film 100% mauvais. Je le trouve plus raté que mauvais. Parce qu'il refait la même chose que le premier, parce que les gens n'avaient pas compris le message de Prometheus, mais il y va tellement à la truelle qu'au final, le film n'est pas agréable à voir, je trouve. Donc, au pire, c'est bof. C'est vraiment ça, pour moi, c'est au pire, c'est bof. Ça garantit au final un bon bouche à oreille, parce que quel est le pire qu'on puisse se dire sur une suite qui refait la même chose? Sur une suite qui refait la même chose, le pire qu'on puisse se dire c'est ouais, c'est la même, c'est pas très inventif. Quelqu'un à qui on dit ça, au final, il a envie de voir une suite, il s'attend de base à voir quelque chose qui est identique. Donc il va se dire pourquoi pas voir le film au final. C'est pas un si mauvais bouche à oreille. La seule contrepartie, c'est que effectivement artistiquement, ça dit pas grand-chose. Là où par exemple, un film comme La Plateforme 2 décide de prendre le même postulat de base, de en apparence refaire la même chose, alors qu'au final, il va complètement retourner sa situation et montrer en fait le vrai visage de ce qu'il avait envie de dire depuis le début, c'est-à-dire la critique de notre société, etc. Ça, c'est un film qui pour moi arrive bien à se réinventer avec le paradigme du premier. Même si la fin est quand même un petit peu abscon, mais c'était le cas aussi de la fin du premier, donc les gens qui se plaignent de ça, il faut qu'ils revoient le premier, parce que je crois qu'ils ont oublié à quel point c'était cryptique. C'est un film qui arrive bien à se réinventer. Là où par exemple, un Beetlejuice 2, en quoi ça peut diviser un Beetlejuice 2? C'est exactement le même film que le premier. Ah, on va pas crier au génie, c'est sûr, c'est le même film. Juste, est-ce que ça dit autre chose que le premier? Non, en fait. Le seul truc sur lequel on peut éventuellement capitaliser pour faire un meilleur résultat, c'est les fans du premier qui vont aller le voir, et les jeunes qui vont vouloir découvrir la suite, parce que soit ils ont entendu parler du premier, soit ils auront vu le premier. Donc au final, c'est une bonne capitalisation de faire une suite de ce genre. Mais effectivement, artistiquement, et qu'est-ce que ça dit, Beetlejuice 2? Pas grand-chose. Il n'y a rien. Et du coup, ce que ça permet de faire aussi ce genre de suite, ça permet d'éviter d'avoir à se positionner vis-à-vis de son héritage. Vis-à-vis du premier film en fait. Comment tu te positionnes par rapport à ce qu'ont fait les films d'avant par exemple. Ça c'est un truc que ne fait jamais par exemple la saga Saw. Quand elle se réinvente pas au niveau de ce qu'elle raconte dans son univers, dans son héritage, etc. Le seul truc que fait la saga Saw quand elle se réinvente, c'est trouver des nouvelles idées pour mettre en scène son tueur.
elle trouve pas de nouvelles idées dans ce qu'elle a à raconter au final. C'est toujours le même message d'au final, on va prendre des gens qui n'ont aucun scrupule à utiliser les faiblesses des autres et qui vont se retrouver dans une situation délicate quand quelqu'un va décider d'utiliser leurs faiblesses à eux de manière complètement abusée. Mais au final, ça raconte rien de plus que ça. Et enfin, le dernier point, ce serait que c'est un vieux modèle, donc c'est un modèle qui a fait ses preuves, encore une fois. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire parce qu'on a des exemples de suites qui ont fonctionné comme ça, qui faisaient la même chose tout en essayant de rajouter un petit truc en plus. Et on sait faire en fait, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on en fait, plus de 40 ans même maintenant, et qu'on sait faire du coup. Là où pour le coup, la suite prise de risque, et je vais en venir là maintenant, la suite prise de risque, déjà, elle a un risque. C'est celle de se planter magistralement pour le coup. De se faire dire que la suite est complètement nulle. Joker Folia 2, je vois des critiques dessus, ça n'a aucun sens. On a l'impression que c'est The Room. Apprenez à voir des mauvais films. Parce que Joker Folia 2, c'est certes un film qui rate plein de trucs, qui est clairement imparfait, beaucoup moins bien que le premier, mais qui a des choses à dire, qui est assez intéressant dans ce qu'il dit. Mais clairement, ça déroute. Parce que notamment, ce qu'il essaye de réinventer, il le fait pas super bien. Notamment les passages de comédie musicale. Mais également, la possibilité, c'est celle de faire un très gros carton. Typiquement, La planète des singes, le nouveau royaume, il se permet de réinventer certaines choses, etc. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, le film a très bien marché. Les gens ont été réceptifs à ça, parce que le film faisait quelque chose de complètement différent vis-à-vis des premiers films. Tout en gardant la patte qu'avaient fait les premiers films, c'est-à-dire de se centrer sur les singes, il arrive à transposer ça dans un environnement complètement différent, à travailler plus un world building, plus que des relations entre les personnages, parce que c'est ce qui était nécessaire pour situer l'action dans ce nouvel environnement, là où les 3 premiers films étaient dans un environnement humain connu. On n'avait pas besoin de mise en situation, c'est un environnement qu'on connaissait plus ou moins. On a des films comme Joker Folia 2 qui n'arrivent pas à faire ce truc-là, qui n'arrivent pas à faire ce travail-là. Et l'autre énigme qui va être citée là forcément, ça va être Furiosa. Parce que Furiosa, c'est un film qui a essayé de réinventer plein de choses. Et les gens n'ont pas du tout été sensibles à ça. N'ont pas été du tout sensibles à cette manière de raconter une histoire en fait. Qui est la même manière de raconter une histoire que Miller avait dans Miller en t'attendant. Et bizarrement là ça n'a pas marché. Donc ça peut vraiment être un très gros carton, comme ça peut brusquer les gens en mal, mais vraiment en mal. Parce que typiquement Furiosa il a brusqué les gens en mal, j'ai l'impression. Et pour autant il en a brusqué certains en très très bien. Moi le premier, je suis pas un grand fan de Fury Road, mais alors Furiosa j'ai adoré, parce que justement il corrigeait tous les problèmes de Fury Road. En plus de raconter une bonne histoire je trouve. Franchement moi j'ai aucun problème avec Furiosa, je le trouve très très bon. Mais effectivement faire une suite de ce genre-là, c'est-à-dire en changeant complètement de registre, en réinventant certaines choses, etc., ça peut être une grosse prise de risque. Alors que pour le coup je crois que Sans un bruit jour 1, il a très bien marché. Alors qu'on est même plus sur un film d'horreur en fait, on est sur une métaphore de la fin de vie dans ce film. Les monstres, c'est juste un prétexte. Alors oui, c'est efficace, etc. Mais c'est juste un prétexte. Même si le film est très très bon, ça me surprend que le film ait fonctionné. Parce que franchement, pour le coup, ça aurait pu brusquer les gens en très très mal. T'attends un film d'horreur, et au final, t'as un drame sous fond de film d'horreur. Donc ça aurait pu surprendre. Au final, peut-être que c'est ce dont les gens avaient besoin. Je sais pas. Mais comme quoi, la prise de risque peut des fois s'avérer bénéfique. Alors que Sans un bruit 3... on aurait dit c'est la même chose que les 2 premiers, ben au final il y aurait plein de gens qui auraient dit bon bah je le regarderai chez moi. Moi le premier d'ailleurs. Je pense que je me serais dit bon bah je vais le regarder chez moi. J'aurais peut-être apprécié, mais j'aurais fait ouais c'est mythique, au bout d'un moment on a compris. Même si j'ai adoré les 2 premiers. Et il y a des cas comme ça, et ça date de la nuit des temps des suites, hein, ce genre de problème. Typiquement Halloween 3 est très connu comme ayant voulu faire autre chose que les 2 premiers. Bah, c'est le seul qui a essayé de faire autre chose que les 2 premiers, il a été hyper mal reçu. Il a récupéré ses dernières années, il est un peu reconsidéré, etc., mais c'est tout. Alors qu'il y a des cas comme Rambo 2 qui redéfinissent complètement leur médium de départ. Rambo 1 n'a rien à voir avec toutes ses suites. C'est d'ailleurs le seul que j'apprécie à peu près, mais force est de constater que Rambo 2 a défini ce qu'était un Rambo, et que les suites ont fonctionné. La majeure partie des suites ont fonctionné. Sauf peut-être la toute dernière, il me semble, qui s'est fait défoncer, mais le reste a très bien fonctionné. Et enfin, ce que ça peut permettre,
c'est à la fois donc des succès critiques et commerciaux, mais également de faire parfois un commentaire un petit peu méta sur le film précédent. En tout cas, de redesigner un peu le film plus ancien. Je pense là notamment à des films comme Blade Runner 2049 qui se permettent de faire un commentaire sur le premier film. Ou même Joker Folie à 2, qui au final a comme principale qualité de faire un commentaire sur ce qu'il était au départ. Sur ce qu'était le premier film et comment il a été reçu, etc. Mais effectivement, c'est un pari risqué. Tout comme Matrix Résurrection a été un pari extrêmement risqué, qui a été plutôt mal reçu, de faire un commentaire critique sur les 3 premiers. Parce que les gens ont du mal quand on leur dit qu'ils ont mal compris un film. Et quoi d'autre qu'un autre film pour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas compris un film, en fait. Tu veux t'y prendre comment quand t'es réalisateur? Je comprends totalement la démarche de Matrix Résurrection et de Joker Folie à 2. C'est même pas la qualité intrinsèque du film, etc. C'est juste le concept de pourquoi ils existent qui a été critiqué. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. On retrouve d'ailleurs un petit peu ce truc-là dans la plateforme 2, qui est franchement à mi-chemin, parce que beaucoup de gens y ont vu que l'altruisme, ça fonctionnait forcément, etc. Et le deuxième film démontre que non, qu'il faut le faire bien, parce que si on le fait pas bien, ça part en sucette totale. Donc pour le coup, j'ai vraiment adoré la plateforme 2 aussi pour ça. Mais vraiment, c'est 2 manières de voir des films. Et j'avais besoin, je pense, de prendre ce format un peu désarticulé, un peu bizarre, pas 100% préparé, etc. Parler de ce truc-là au niveau des suites, parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose d'intéressant à commenter, vu le nombre de suites qu'on a en ce moment au cinéma, et leur importance. Parce qu'elles fonctionnent vraiment très bien, les suites, de manière générale, qu'elles soient bien appréciées ou pas d'ailleurs. Elles fonctionnent mieux que les films d'originaux. Franchement. Et quand je vois des films comme, effectivement, comme Deadpool et Wolverine, qui reviennent un peu d'entre les morts, et qui sont pas des films mauvais, qui sont pas des chefs-d'œuvre non plus, mais ils fonctionnent parce qu'ils savent capitaliser sur ce qui a déjà été fait avant, tout en proposant quelque chose de nouveau. Alors qu'il y a des films comme Furiosa qui essayent de faire la même chose, et qui n'y arrivent pas. Parce que soit ils visent pas le bon public, soit ils capitalisent pas sur la bonne chose, et il y a des surprises comme ça. Typiquement, je ne comprends pas pourquoi Vice Versa 2 fait des meilleurs chiffres que le premier. Le premier est meilleur, je trouve. Même si le 2 est très intéressant, il est très très bien, au final, il n'y a plus l'aspect surprise qu'il y avait dans le premier. Il n'y a pas l'aspect world building qui était intéressant dans le premier, parce qu'on connaît déjà l'univers. Or, l'histoire est aussi, entre guillemets, basique que dans le premier. C'est les mêmes ressorts, etc. On fait pas un truc de plus complexe alors qu'on pourrait. Et au final, j'ai l'impression que les suites qui se réinventent pas ont tendance à mieux marcher en ce moment. Typiquement, Beetlejuice 2 a très bien fonctionné. Alors que, franchement, c'est la suite banale de la suite banale, quoi. C'est juste que Tim Burton, il a rien pondu de potable depuis 10 ans. Et du coup, les gens, ils exultent parce que Tim Burton a enfin fait un film regardable. Mais sans ça, je pense qu'on aurait enlevé le nom Tim Burton, c'était mort. Alors qu'il y a des films qui essayent vraiment de faire des choses, genre Alien Romulus, par exemple, qui essaye beaucoup de choses, et qui s'est complètement planté. Et je sais pas pourquoi. Et ça s'est planté, remarque, beaucoup à cause des fans hardcore, qui ont reconnu des répliques, etc. Moi, j'avais pas vu les films aliens depuis des plombes, je les ai pas reconnus, les répliques, et j'ai passé un très bon moment. Donc, j'avoue que je vais peut-être vite en besogne sur Alien Romulus, parce que je pense qu'il a plu à des nouvelles générations aussi, qui ne connaissaient pas forcément la saga Alien. Donc, à voir. J'avoue que j'ai pas trop regardé les films de celui-là, mais je sais qu'il a été énormément critiqué, en tout cas c'est sûr. Entre la critique et le fait qu'un film fonctionne, des fois, les gens ils ont la critique facile alors que les films fonctionnent, quoi. Donc, mais globalement, c'est un peu là-dessus que je voulais revenir, sur un peu la dualité entre les différentes manières de faire des suites, et de quoi proposer, etc. Et de ce qui fonctionne ou pas en termes de suite, sans forcément y répondre, mais un peu exposer ce qui peut fonctionner. Et enfin, pour terminer, justement, pour exposer ce qui fonctionne ou non, je vais essayer d'aller un peu plus loin, et sur les différents films que j'ai nommés, essayer de comprendre pourquoi ça a marché ou pas, et essayer d'en tirer au moins quelques enseignements sur le bien fondé ou le moins bien fondé de chacun des types de suites qu'on pourrait cataloguer ici. Donc je vais commencer avec Dune partie 2. Pourquoi il a fonctionné? C'est la même chose que le premier. Le premier avait très bien fonctionné. Ils ont continué à faire pareil. Le plot twist, entre guillemets, du film, au final, c'est le bouquin. Donc ça a pu surprendre quelques personnes. Mais au final, on savait à peu près à quoi s'attendre.
Donc il y avait rien de si surprenant que ça. Et au final, ça a accueilli les gens qui étaient déjà accueillis par le premier. Rebel Moon 2, ça s'est planté pourquoi? Pour exactement les mêmes raisons. Ça a fait la même chose que le premier il n'a pas été apprécié, pas le deuxième non plus. La saga a des gros problèmes, c'est écrit vraiment de manière beaucoup trop scolaire, on dirait un étudiant qui a écrit ça et encore. Beaucoup trop de problèmes sur Rebel Moon. Malheureusement, l'univers avait l'air intéressant, mais au final, on ne nous en montre rien. Et le public a répondu, ça ne lui a pas plu, c'est tout. La planète des singes, le nouveau royaume, pourquoi ça a marché? On se focus encore sur les singes. Pourquoi ça a marché? Parce qu'on propose quelque chose de différent tout en gardant la formule. On propose du world building dans un nouvel univers tout en conservant le côté singe réaliste, etc. Furiosa, pourquoi ça n'a pas marché? Ça proposait quelque chose de nouveau, mais cette forme de narration, les gens n'y étaient pas préparés, ils ne voulaient pas ça en fait dans un film Mad Max. Pour eux, Mad Max, c'est de l'action. Le film était plus porté sur de la narration. Résultat, c'est pas passé. Malheureusement. Moi, j'aurais adoré le film, mais il s'avère que sur le public, il voulait de l'action et il n'a pas eu de l'action. Parce que c'est vrai que pour l'avoir revu, il y a très peu de scènes d'action dans le film, et peut-être que les gens voulaient exclusivement ça. Ce qui est un peu dommage parce que c'est passé à côté d'une partie du cinéma de George Miller, mais d'un côté, 3000 ans à t'attendre, il avait aussi floppé. Donc peut-être que les gens sont juste pas sensibles à ce qu'il fait quand il fait ça en fait. Malheureusement. Vice Versa 2, pourquoi ça marchait? On prend les mêmes, on recommence. Et la nostalgie. Parce que les gens qui ont vu Vice Versa étant gosses, ils ont grandi, donc ils veulent voir la suite. Ils ont envie de se replonger là-dessus, c'est un bonbon dans lequel on va se replonger. Donc forcément ça a marché. Et aussi le film est très bon, donc pourquoi pas. Il est juste moins surprenant que le premier, donc c'est bien fait, ça répond à l'envie de nostalgie, ça joue même dessus. Et c'est normal que ça le fasse. C'est pas abusé ou téléphoné, etc. Donc, normal. Sans un bruit joint, pourquoi ça a eu son petit succès d'estime, etc. Parce que ça respecte l'univers que ça a créé au cours des 2 premiers films, tout en proposant quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrit bien dedans. C'est-à-dire qu'on a une situation horrifique où l'être humain va être décimé, puisqu'on connaît les 2 autres films. C'est intéressant d'avoir un film qui parle de fin de vie naturelle, dans un monde où la fin de vie devient tout sauf naturelle, puisqu'on se fait bouffer par des monstres. Deadpool et Wolverine, pourquoi ça a marché? Parce que c'était attendu. Voilà, on va pas se mentir. C'était attendu, il n'y a pas eu de film Marvel potable depuis des lustres, donc forcément on en voit un, on est content. Deadpool, on pensait de plus le revoir aussi. Il y a aussi eu ça. Vraiment, pour le coup, ça a joué sur l'aspect nostalgie. C'est encore une fois du Disney, ils ont joué sur l'aspect nostalgie, et ça a fonctionné. Le film, il répond aux attentes, il fait du Marvel de plutôt bonne facture. On sait ce qu'on va voir quand on va voir un Marvel. Ça fait la même chose, quoi. On prend les mêmes, on recommence. On ajoute 2-3 petites choses pour satisfaire le spectateur, mais en termes de MCU, ça réinvente rien par contre. C'est plus en termes de Deadpool et de Wolverine que ça réinvente des choses. Mais sinon, c'est pas un Logan, quoi. Beetlejuice 2, pourquoi il a fonctionné? Encore une fois, de la nostalgie. Tim Burton, qui refait enfin un bon film. Le film, il fait la même chose que l'original. Donc forcément, c'est bien, mais est-ce que ça fait quelque chose de plus? Non. Donc, même verdict que pour Deadpool et Wolverine au final. Joker 2, pourquoi il s'est planté? Prise de risque beaucoup trop grosse. Discours méta qui parle pas à tout le monde. Encore une fois, des gros problèmes dans la réalisation. Pour le coup, on peut pas dire que ce soit super bien fait. Même si visuellement c'est très beau, l'aspect comédie musicale est vraiment pas dingue. Malheureusement, les gens ont retenu ça, ils idolâtraient tellement le premier film qu'ils n'ont pas apprécié qu'on leur dise que peut-être ils ont idolâtré la mauvaise personne. Et le combo de tout ça, ça fait que les gens n'ont pas apprécié, quoi. Ils sont même en train de fracasser le film de manière un peu abusive, alors que le film est pas si horrible que ça. Pas déconner non plus. C'est vraiment que le film a trop surpris les gens et était pas assez bien fait pour avoir le droit de surprendre les gens. C'est aussi ça. Il y a aussi le droit de surprendre les gens. Quand tu fais les choses bien, tu as le droit de surprendre les gens. Pour la plateforme 2, il est encore en exploitation, je dirais, vu que c'est du Netflix. Le film, je l'ai trouvé extrêmement réussi. Les gens font les mêmes griefs que sur le premier. Donc il a les mêmes détracteurs que le premier. Peut-être un peu plus parce que ça a choqué certaines personnes de ne pas avoir des réponses évidentes. Et le tournant que prend la saga, qui peut en surprendre certains. Notamment certains qui pensaient avoir tout compris au premier et que au final, ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc ça aussi, malheureusement,
C'est le problème de faire une suite de ce type-là, c'est de se rendre compte que les gens n'ont pas compris le film de base. Et du coup, les gens, ils pensaient avoir compris, du coup, ils n'ont pas du tout la suite qu'ils voulaient. Et ça, il faut attendre quelques années avant qu'on leur explique que le film n'était pas mauvais, c'est juste eux qui l'ont pas compris. Mais la plateforme 2, globalement, il s'en sort pas trop mal. Hein. Je crois que pour les gens, il est plutôt mi-tiers, comme le premier en fait. Au final, il fonctionne plutôt bien. Et pourquoi? Parce qu'il reprend les mêmes. Et qu'au final, on suit la même trame. On va dire quelque chose sur notre monde en utilisant de la métaphore. Donc, ceux qui n'ont pas aimé avec la métaphore du premier film, ils n'aiment pas avec la métaphore du deuxième. Mais au final, ceux qui avaient apprécié le premier film, globalement, j'ai l'impression qu'ils apprécient le deuxième. Quoi. Et enfin, le petit dernier, Allen Romulus, qui lui mélange un peu les deux styles. Allen Romulus, il a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Et c'est pas pour rien qu'il a plutôt bien marché. Il fait du neuf avec du vieux. Et ça, les gens qui voulaient voir du vieux, ils ont vu du vieux. Les gens qui voulaient voir du neuf, ils ont vu du neuf. C'est un petit peu la suite entre guillemets parfaite, même si pour moi elle l'est pas en termes de satisfaire tout le monde. Je pense que c'est la suite parfaite. Je pense que ça a plus désatisfait les gens qui de toute façon partaient déjà d'un a priori négatif sur la saga Alien depuis Alien Covenant. Ça, ils y peuvent pas grand chose. Mais le film en lui-même, j'ai pas l'impression qu'il a déplu à tant de monde que ça. À part les éternels qui se plaignent toujours de tout, j'ai pas l'impression que le film ait déplu tant que ça. De ce qu'on peut en tirer de ces différentes suites, de si elles ont marché ou pas, je dirais qu'une suite à l'heure actuelle, pour qu'elle fonctionne, faut un copier-coller du premier film, soit si on a envie de se démarquer, faire un film qui respecte le contrat de base tel qu'il est compris par le spectateur, et s'émanciper du reste si on veut prendre des risques. Typiquement, La Planète des Singes 4, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est émancipé du côté interaction avec des personnages, etc., pour se concentrer sur un côté plus world building, on va voyage initiatique, etc., qui était complètement absent des trois premiers films. Donc là, pour le coup, on a conservé l'ADN du truc, qui est quand même l'univers vu par les singes, tout comme Sans un bruit, qui a gardé l'ADN de base, c'est-à-dire les bestioles qui nous entendent, etc., et donc la peur que ça amène, et a déplacé ça de la sphère familiale, etc., à protéger, les liens avec les proches qui se renforcent, etc., à rechercher un sens à sa vie quand plus rien n'a de sens autour de nous, avant de potentiellement y passer. Retrouver du sens au final dans le chaos. Il y a vraiment ce truc, conserver l'ADN de base tel que les gens l'ont compris, et proposer autre chose. Ou alors faire un copier-coller. Mais ça a le risque effectivement de déplaire potentiellement à certaines personnes. Donc voilà. Gare à la goutte de trop en fait. C'est tout ce que je pouvais dire sur ces histoires de suite. C'était un peu décousu, mais j'avais juste envie de débroussailler un peu tout ça. Au final, je suis un peu revenu avec ma machette pour débroussailler tout ça. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo, assez longue. Je vous invite à la partager autour de vous afin de faire grandir la chaîne, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!